Alors, bonjour et bienvenue à cette séance de la Commission de l'aménagement du territoire, pardon, du 19 octobre 2023. Bienvenue à tous et à toutes qui sont avec nous en haut ou à distance. Donc, pour aujourd'hui, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Donc, nous avons un seul dossier à l'ordre du jour qui est la poursuite des discussions au niveau de la réglementation sur la location de chambres. Est-ce que ça vous convenait? Pour l'ordre du jour. Merci. Et vous avez aussi eu le temps de prendre connaissance du procès-verbal de la dernière séance du 21 septembre. Est-ce que tout était conforme à nos discussions pour vous? Du 21 septembre. Oui. Ah, ben là, voilà. Oui, oui pour je n'étais pas là. Merci, mais là, je me rends compte que j'ai commencé mon ordre du jour sans même nous présenter. Là. Je pense qu'on a un petit peu de retard avec la séance, fait que je me suis dépêchée à rouler l'ordre du jour, mais je vais quand même reprendre pour la suite de l'ordre du jour euh, au départ, c'est-à-dire aux présentations. De mon côté, c'est Geneviève Laroche, je suis présidente de la Commission de l'aménagement du territoire. Je vous présente les membres de la commission. On a M. Claude Charon, Mme Fernande Dalouse, Mme Christelle Lefebvre et notre vice-présidente, Mme Danielle Bertol. Je suis aussi accompagnée de Mme Émilie Audet, qui est directrice adjointe du service de la planification et de la gestion du territoire. Nous avons comme secrétaire à la direction Mme Sophie Bussière. Et je tiens à souligner que c'était une présence temporaire avec nous. Mme Bussière a fait quelques séances déjà, quelques semaines de travail avec nous et déjà elle était absolument fantastique et essentielle pour nous. Donc, je la remercie vraiment du travail qui a été fait. On est triste de la voir partir, mais on sait qu'on aura une nouvelle venue sous peu. Ensuite, nous avons avec nous aussi Mme Lynne Dansereau, qui est chef de division planification, réglementation et patrimoine. Nous avons Mme Stéphanie Côté, qui est agente de projet en urbanisme. Nous avons aussi Mme Marie Massé qui est avec nous, qui est chargée de projet en urbanisme. Et nous avons Mme Lydia Lacaire qui est conseillère principale au greffe, je vais finir par me le noter. Nous avons aussi Mme Belrose, qui est élue du district de Quatre-Saisons. On a Mme la mairesse, Evelyne Baudin, qui est avec nous aussi. Et nous avions Prisca Gilbert, qui est conseillère principale au contenu. Et je souligne la présence aussi de plusieurs, je pense, élus ou parties prenantes là, en ligne. Je pense qu'on a Mme Isabelle Côté, directrice de l'arrondissement des Nations, pardon, j'allais dire Mont-Bellevue et Jean-Cartier. C'est un gros matin. Et j'essaie de voir si on a d'autres élus. Non, oui, Mme Dauphinet qui serait avec nous. Et je salue tous les autres là, qui pourront de toute façon se manifester pendant la rencontre s'ils ont des prises de parole à faire. Donc, vous pouvez peut-être installer la présentation, Madame Côté, mais je voulais quand même refaire une petite mise en contexte. Vous savez que lors de la dernière séance avant l'Assemblée annuelle du 21 septembre, on a accueilli avec nous plusieurs personnes, notamment la vice-rectrice de l'Université de Sherbrooke, quelqu'un du Cégep de Sherbrooke aussi qui est au niveau de la vie étudiante. On a accueilli aussi des étudiants représentants de la FEUS pour discuter avec nous de location de chambres. Donc, la volonté au départ, c'est de mandater les services pour vraiment venir faire plusieurs modifications qui nous permettraient à la fois d'alléger la gestion de la location de chambres, mais aussi de permettre de mettre un plus grand nombre de chambres à disponibilité des gens parce qu'on sait qu'on est en crise du logement, mais qu'aussi au niveau de la communauté étudiante, en parallèle, on a des besoins de plus en plus grands. Donc, il y a plusieurs points qui ont été discutés qu'on va pouvoir reprendre aujourd'hui. Mais avant toute chose, on voulait prendre le temps là, de répondre aux différentes questions qui étaient sans réponse lors de la dernière séance. Je m'excuse d'ailleurs, il y a eu une erreur au niveau de la présentation qui avait été mise sur le CSP, n'était pas la bonne. Vous l'avez reçue hier soir. On pensait au départ ne pas faire de présentation sur les réponses aux questions, mais là, on va les passer assez rapidement pour que ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder le document puissent avoir vraiment les réponses aux questions qui avaient été posées la dernière séance. Puis après ça, on pourra reprendre les discussions. Tout le monde n'avait pas pu parler à la dernière fois, fait j'ai déjà des tours de
prise de parole qui était notée ici. Puis après ça, on va pouvoir échanger. Et mon objectif aujourd'hui, si tout va bien, ça serait qu'on puisse se donner des orientations claires pour la suite, pour qu'on puisse enclencher et se faire et venir en conseil municipal aussi pour avoir des recommandations et d'aller en modification de notre règlement sur la location de chambre. Ça vous va? Alors, la parole serait à vous, Madame Côté. Merci. Donc, effectivement, la présentation, on est vraiment désolé que vous l'ayez eue si tard, là. Elle était prête bien avant, là, mais donc, on va faire un petit tour par rapport aux thèmes qu'il y avait. Ben, moi, je les ai séparés en fait en 5 thèmes, là, mais j'ai essayé de recouper un peu les questions par rapport avec les interrogations qui avaient été posées la dernière fois. Donc, premier thème, les aspects juridiques. Peut-on exiger la présence d'un propriétaire occupant? La réponse est non, on ne peut pas exiger ça. On ne peut pas être plus sévère que la loi sur l'hébergement touristique qui va quand même assez loin, qui dit que ça doit être la résidence principale pour faire, dans le fond, la location à court terme dans la loi sur l'hébergement touristique. Par contre, nous, on peut reprendre ce terme-là de résidence principale, qui est une résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités, etc. Donc, le locataire, dans ces cas-là, peut être propriétaire ou locataire du bâtiment qui constitue sa résidence principale. Juste être, on est clair là-dessus. Et donc, ça implique que celui qui loue habite aussi l'endroit. Oui, ben, en fait, oui, c'est ça. Dans le fond, il faut que ça soit vraiment sa résidence principale où il y a ses activités. Est-ce qu'on peut vérifier cette notion-là de résidence principale? C'est là où ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a la loi sur la protection des renseignements personnels. Donc, on ne peut pas demander n'importe quel document à la personne qui va demander la location de chambre. Par exemple, une carte d'assurance maladie ou un permis de conduire, mais il faut que ça soit demandé dans certaines occasions. Il faut que ça soit pertinent de le demander, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la location de chambre. Puis le gouvernement, lui, pour l'hébergement touristique, ben c'est à l'intérieur même du gouvernement. Donc, il peut facilement aller valider les documents, les rapports d'impôts, les permis de conduire, ce que nous, on ne peut pas faire, évidemment. Puis, il ne nous permettrait pas non plus qu'on les appelle à tout bout de champ pour leur demander Hey, est-ce que c'est vraiment l'adresse qui est indiquée sur le permis de conduire? Donc, on ne peut pas aller très loin dans ce niveau-là, mais on peut quand même le mettre au niveau du règlement que c'est la résidence principale. Donc, le mentionner. Le mentionner, l'exiger, mais pour le moyen de vérification, on est un peu plus limité, je vous dirais. Est-ce qu'on peut demander ou valider les baux dans le cas d'une demande pour un certificat? Non, on ne peut pas demander les baux. Premièrement, souvent, c'est une première demande, fait qu'il n'y a pas nécessairement de baux qui existent, là. Puis l'autre cas qui a été fait, oui, on a fait des validations de baux, mais c'était vraiment pour valider des droits acquis quand il y a eu des changements plutôt de 4 à 2 chambres pour s'assurer que les gens conservaient leurs droits acquis. Ça a été fait par la validation des baux dans ces cas-là. Ensuite, on avait aussi les articles du Code civil 1892 et suivants là, concernant les baux. Ça n'a aucun impact pour la ville. C'est vraiment que pour le locataire, quand il y a 3 et 4 chambres d'impliqués, ça prend un bail écrit, ce qui n'est pas le cas quand on a 1 ou 2 chambres. Quand on a 1 ou 2 chambres, mais ça peut être même une entente verbale, en fait, qui est faite entre le locataire et le locataire. Ça n'a pas besoin d'être écrit. On ne peut pas non plus l'exiger que pour les cas de 1 et 2 chambres, ça soit des baux écrits parce que là, on serait plus sévère que la loi. Puis, ben, la loi, là, dans le fond, la loi est par-dessus la municipalité, donc on ne peut pas être plus sévère que ce qui est exigé dans la loi. Maintenant, les certificats et les permis. Est-ce qu'il y a un avantage à émettre un permis renouvelable annuellement? En fait, le seul avantage, c'est qu'on a un nombre exact
de chambres louées, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on renouvelle le permis, on valide le nombre de chambres qui est loué. Par contre, il n'y a pas de nouvelle validation sur place par les inspecteurs, là. Il n'y a pas une nouvelle visite à chaque année qui est faite sur place pour valider les chambres. On fait juste un renouvellement de permis. Puis, c'est quand même assez long. Il y a quand même plusieurs éléments à valider par les inspecteurs, en fait, ce qui fait que le 100 qu'on demande pour le permis ne vient pas nécessairement combler les frais des coûts, en fait, engendrés par les inspecteurs dans leurs tâches qu'ils ont à faire pour renouveler le permis, là. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais dans le fond, finalement, on n'est pas nécessairement gagnant en demandant un renouvellement de permis annuel. C'est-à-dire que, dans le fond, les revenus qu'on fait, là, on parlait d'environ peut-être 30 000 les revenus qu'on fait ne couvrent pas en salaire ce qu'on C'est dépense ça. comme énergie pour le Et produire. Puis, en même temps, c'est du temps que la personne gère du papier au lieu d'être sur le terrain. exactement. Puis aussi, dans les cas de certificat, on va faire la même chose que pour un permis, c'est-à-dire qu'on va aller, quand la demande est faite, on va aller sur place valider au niveau de la sécurité si les chambres sont conformes, comme on fait pour le permis. C'est juste que pour un certificat, on ne fait pas de renouvellement annuel. Donc, on se fie au chiffre qui est donné lorsque les gens font leur première demande. Puis normalement, c'est la même, tu sais, ça continue dans le temps, là. Donc, on considère que s'il y a 2 chambres qui étaient demandées en 2023, puis en 2025, ça devrait être le même nombre, là. Le certificat est bon aussi longtemps que l'usage est fait et qu'il n'y a pas de modification au nombre de chambres. On avait demandé aussi pourquoi qu'on interdit les activités artisanales à titre d'usage complémentaire quand il y a de la location de chambres dans l'habitation unifamiliale isolée. Habituellement, on permet un seul usage complémentaire par habitation unifamiliale. C'est souvent parce qu'on veut limiter les nuisances qui sont associées aux usages et au bruit. Puis à la circulation aussi que ça pourrait engendrer dans le secteur. Mais il faudrait vraiment se pencher sur la question si on souhaite vraiment jumeler plusieurs usages complémentaires ensemble dans une même habitation. Mais de façon générale, on ne le fait pas, on en permet un seul. Est-ce qu'on peut augmenter les coûts relatifs à l'émission d'un certificat pour la location de chambre? Oui, actuellement, c'est 25 pour un certificat, mais c'est pour tous les certificats de changement d'usage. Alors oui, on pourrait augmenter ce coût-là. Il faudrait, par contre, probablement aussi, augmenter, les coûts de tous les certificats, en fait, parce que pour une question d'équité aussi, là, pourquoi la location de chambre serait plus chère finalement que les autres certificats d'usage. Mais de façon, générale, oui, on peut modifier les coûts qui sont associés, à l'émission, d'un certificat de changement d'usage. Est-ce qu'on peut demander un renouvellement annuel pour un certificat, comme on le fait pour le permis? Non, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne nous permet pas de renouveler des certificats. Donc, c'est vraiment pour une action précise, là. Donc, on fait la location de chambre, puis le certificat est bon aussi longtemps que l'usage est fait. Si on veut vraiment y aller par un renouvellement, mais là, il faut y aller avec le règlement général parce que c'est la loi sur les compétences municipales dans ce cas-là qui s'applique. Puis eux, ben, en fait, la loi le permet de renouveler annuellement des permis. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout ce qui est au niveau du secteur universitaire et du secteur du cégep, c'est dans le règlement général. C'est pour être capable de renouveler les permis annuellement. On ne pouvait pas le faire dans le zonage. C'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs. Certaines, ça veut dire que si on le mettait dans le règlement général, on pourrait avoir une forme de. On émet une fois un certificat, mais il faut renouveler ou là, il faut absolument avoir toute une démarche comme pour les permis où c'est aussi lourd. Oui, c'est ça, c'est que ça en fait, que ce soit le mot permis ou le mot certificat, là, on se comprend que ça va avoir la même démarche, la même implication au niveau, du renouvellement, ça sera pas plus simple parce que c'est un certificat ou un permis, là. C'est la même démarche, là. Merci. Le thème 3, la taxation. Présentement, la location de chambre, c'est vraiment associé à une maison unifamiliale isolée. C'est les mêmes taxes que pour une maison unifamiliale isolée, puis c'est aussi tout autre usage complémentaire qui est fait à l'intérieur d'une habitation, garderie ou bureau, là, par exemple.
Donc, c'est vraiment un usage résidentiel, fait que c'est les mêmes taxes que pour un bâtiment résidentiel. Les cas où on a des taxes supplémentaires, c'est quand on a des propriétés de 5 chambres et plus. Mais là, on tombe dans vraiment une autre catégorie. Ce n'est plus un usage complémentaire à l'habitation dans ces cas-là. Là, il y a des taxes qui sont par chambre pour l'eau et pour l'assainissement. L'autre question, c'est aussi, est-ce que ça a une incidence sur la valeur de l'habitation unifamiliale isolée? Non, ça n'a pas d'incidence qu'il y ait de la location de chambre ou qu'il n'y en ait pas. Ça ne vient pas influencer la valeur de la résidence. Est-ce que c'est une question? Oui, ben écoutez, je suis surprise d'entendre ça, puis j'étais surprise de lire ça hier. Moi, je reste sur une rue où la moitié des maisons ont un sol où ils louent des chambres. Puis là, on est en surchauffe de marché, là, c'est peut-être différent, mais je vous dirais que c'était vendu avec la valeur là, des revenus au sous-sol là, pour les chambres en location, là, cette valeur-là en revenu, c'était rajouté aux valeurs des maisons. Fait que les gens ne payaient pas le même prix un bungalow qui n'avait pas de chambre pour étudiants qu'un même bungalow qui avait des chambres pour étudiants. Fait que, puis moi, au niveau du fait qu'on n'augmenterait pas la taxe, là, ben, je trouve ça un petit peu inéquitable, puis on sait qu'on veut s'en aller beaucoup vers ça. Fait que je dirais juste ça pour tu. Merci beaucoup. On va essayer quand même juste de prendre des questions de compréhension, puis après donner les commentaires, mais c'est bien noté. OK. Oui, c'est bon. Ben, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça n'a pas nécessairement d'incidence au niveau de l'évaluation foncière. Par contre, c'est sûr qu'une maison que la location de chambre peut-être va être plus attractive au niveau du marché pour les acheteurs. Fait que c'est peut-être là aussi qu'il y a une variation du prix là, de l'immeuble. Est-ce qu'il est possible d'ajouter une taxe par chambre dans le cas d'un usage complémentaire à une résidence unifamiliale isolée? Oui, ça serait possible, mais là, il faudrait y aller vraiment avec un permis renouvelable annuellement pour avoir les bons chiffres, en fait. Puis, ça semblait quand même plus difficile là, au niveau de la taxation. Il faut faire un lien entre les permis d'inspection, la division de l'évaluation, la division du revenu. Eux, ce qu'eux nous proposaient, c'était plutôt d'augmenter le coût du permis si on reste avec un permis, là, d'avoir un permis annuel, puis d'augmenter les coûts à ce niveau-là plutôt que d'ajouter une taxe. Pour ce qui est des bacs pour les déchets et le recyclage, il n'y a pas de bac additionnel qui est fourni aux propriétaires de façon automatique quand il y a de la location de chambre. Par contre, ils peuvent faire la demande, c'est 100 par bac, mais c'est payable une seule fois, puis c'est chargé au propriétaire. Fait que c'est vraiment le propriétaire qui décide d'en prendre des supplémentaires ou pas, là. Ensuite, pour le stationnement, ce que je voulais mettre en évidence ici, c'est vraiment la dernière colonne qui est le pourcentage d'espace libre qui vient un peu contraindre l'espace disponible sur le terrain pour faire du stationnement. En fait, le pourcentage d'espace libre exclut le bâtiment et l'aire de stationnement. Puis, habituellement, pour les résidences unifamiliales isolées, on a un 40 qui doit être conservé sur le terrain là, en aménagement paysager ou pour une piscine, etc. Mais il ne faut vraiment pas que l'aire de stationnement vienne gruger dans ce 40 %-là, ni le bâtiment. Donc, ça, c'est un élément important. Le reste, c'est vraiment les normes d'aménagement qu'on a actuellement pour les stationnements. Fait qu'on exige des bandes végétales le long des lignes de terrain. On permet les stationnements dans les cours arrière, les cours latérales. On le permet aussi en cours avant secondaire, mais c'est vraiment dans des cas d'exception. Là, je vous dirais c'est rarement appliqué. Puis il faut vraiment qu'on ait une distance là, par rapport à la rue. On permet 2 cases à l'avant en cours avant, mais c'est un maximum de 2 cases. Puis, pour les entrées, charretières, ben, on a, un minimum de 3 mètres, puis un maximum de 7 mètres pour l'unifamilial isolé et 8 mètres pour les habitations de 2 et 3 logements.
Puis je tiens juste à préciser que ça, c'est un peu en réponse parce que je pense qu'il y avait des conseillers, conseillères qui avaient la crainte qu'on retire certaines dispositions spécifiques sur le stationnement qui étaient dans la réglementation sur la location de chambres pour certains secteurs, mais ils sont quand même soumis à nos règles générales. Donc, on n'est pas en train d'enlever de la réglementation de stationnement. On est en train de juste dire c'est la même qui s'applique que celle qui s'applique pour le commun des mortels. Donc, on régit ça aussi et ça donne des leviers pour intervenir. Puis je pourrais rajouter qu'elle est beaucoup plus simple à appliquer aussi, là. L'autre réglementation particulière à la location de chambre, c'était quand même assez complexe, là, puis en billets, puis bon, oui là, mais pas là, puis en tout cas, bref, celle-là est plus simple à appliquer, mais elle est quand même efficace, là. Ensuite, pour les moyens d'intervention, puis je pense que ça avait été quand même assez soulevé là, la dernière fois, justement, avec les intervenants. Comment on peut régler les problèmes dus à la location de chambre? Mais ce n'est pas nécessairement toujours avec le règlement de zonage, là. Mais bon, le stationnement, oui, c'est le règlement de zonage. C'est les inspecteurs qui peuvent aller sur place appliquer les règles. Donc, dans ce cas-là, ben, on appliquerait qu'on vient de présenter. Pour le bruit, ça, c'est vraiment au niveau des policiers du service de police de Sherbrooke avec le règlement général. L'insalubrité à l'intérieur des bâtiments, on a 2 règlements là, qui peuvent s'appliquer. On a le règlement 1209 sur la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments. Ça, c'est avec les inspecteurs municipaux. Puis, on a aussi, avec les policiers du service de police, l'application des normes sur les nuisances du règlement général. Pour l'insalubrité à l'extérieur des bâtiments, ben, c'est aussi avec le règlement général pour les normes sur les nuisances. Puis c'est aussi les policiers du service de police là, qui peuvent intervenir dans ces cas-là. Monsieur Charon, est-ce que c'était une question de précision? Oui. Allez-y. Par stationnement, on parle du stationnement sur le lot même spécifique et non stationnement de rue, juste pour faire la discrimination entre les deux, là. S'il y a des problèmes de stationnement sur la rue, c'est la police, puis si c'est le stationnement sur le terrain, c'est autre chose. Oui, bon point. J'aurais pu effectivement mettre les 2 éléments, effectivement. Fait que ça faisait le tour, en fait, de ce que moi j'avais retenu comme question là, qui avait été soulevée. Puis ben, ça sera. Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis juste en titre de rappel, là, quand on avait donné les premières pistes d'amélioration puis les premières orientations, on allait beaucoup sur le fait que, bon, au départ, c'était propriétaire occupant, mais qu'on nomme dans notre réglementation qu'il y ait quand même une notion de résidence principale. D'enlever les dispositions au schéma, c'est-à-dire pour qu'on soit plus au niveau du zonage puis qu'on puisse jouer avec ça d'une autre façon, parce que c'était pas adéquat que ça soit au schéma. On avait parlé aussi de mettre un maximum de cases de stationnement et d'éliminer le minimum. Les dernières discussions étaient à 4 comme maximum. On avait parlé d'uniformiser, l'importance d'uniformiser sur le territoire pour faciliter la gestion de la location de chambre parce qu'on sait qu'on a de la réglementation différente selon les territoires. On avait une volonté d'augmenter le nombre de chambres louées par résidence et de faire la promotion de la location de chambres sur tout le territoire pour tenter de limiter la concentration dans certains quartiers. Fait que c'était les orientations principales. Maintenant, j'avais noté des tours de parole des personnes qui n'avaient pas parlé la dernière fois, mais j'ai une demande parce que moi, dans l'ordre, là, j'avais Mme Lefebvre, Mme Louze, M. Charon, ensuite Mme Belle-Rose. Et là, vous n'étiez pas là, mais j'imagine que vous auriez un. Oui, c'est ça. Mais j'ai une demande spéciale parce que Mme la mairesse était là pour exprimer, puis elle doit quitter à 11 heures. Est-ce que ça vous dirait qu'on la passe, puis après ça, elle devra nous quitter, puis on continuera les tours de parole? Ça vous convient? Parfait. Madame Baudin? OK. Surprise. Ben, merci beaucoup de me laisser prendre la parole. C'est sûr que actuellement, j'ai une grande préoccupation pour la crise du logement. Puis, c'est sûr que la possibilité d'augmenter le nombre de chambres en location sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, peut assurément faire partie de l'ensemble des mesures qui permettront, lorsque accumulées, de surmonter la crise du logement. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette mesure-là, c'est que
ça demande aucune construction là, à première vue. On peut tout simplement, par un règlement qu'on assouplit, faire comme agrandir vers l'intérieur, si on peut dire, certaines résidences. Je pense que ça apporte aussi des nouvelles possibilités très intéressantes pour les gens qui ont des difficultés à payer leur hypothèque. Il ne faut pas négliger la situation difficile dans laquelle on est actuellement d'un point de vue hypothécaire. Les taux d'intérêt sont très grands et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Ça pourrait se maintenir pendant une longue période à des taux d'intérêt élevés. Donc, je trouve que c'est aussi une belle opportunité pour les gens de venir réussir à conserver la propriété de leur maison puis leur donner un peu d'air au niveau financier pour les propriétaires. Et c'est ça, je trouve que c'est important de toujours garder en tête l'équité sur l'ensemble du territoire. Ce qui me dérangeait beaucoup dans l'ancien règlement, c'est le fait que ce n'était pas uniforme sur l'ensemble du territoire. Et donc, pour moi, le principal point de vigilance, c'est vraiment celui du propriétaire occupant, comme ça a pu être mentionné. Je connais bien le secteur universitaire pour y avoir de la famille, pour le fréquenter beaucoup. Et je peux constater que quand il y a un propriétaire occupant, ça fait toute la différence. Puis il n'y a pas d'enjeu majeur quand il y a présence du propriétaire occupant. Donc, je suis contente de voir là, les solutions qui sont amenées aujourd'hui par les services, même si ce n'est pas parfait. Là. Bien, juste précision, on ne peut pas exiger, c'est ça, on a vérifié légalement, on ne peut pas exiger propriétaire occupant, mais il faut que ça soit résidence principale. Mais Oui. on est Exact. quand même une... Oui, je pense qu'effectivement, c'est bon. Oui, je vais changer mon vocabulaire. C'est ce que je voulais dire, mais je vais utiliser le terme résidence principale. Donc, effectivement, je pense que si c'est la résidence principale, c'est vraiment l'idéal. Puis, ça va nous permettre de poursuivre dans un milieu de vie où on veut avoir la meilleure cohabitation possible avec tout le monde. Donc, voilà pourquoi je serais favorable là, à ce qu'on aille de l'avant et je dirais même qu'on aille de l'avant le plus rapidement possible. Et je pense qu'au-delà de la modification réglementaire, il faudra s'assurer qu'au niveau des communications, on fasse là, les contacts nécessaires avec le service des coms, à la fois pour avoir une belle information accessible sur notre site Internet, mais aussi peut-être mettre de l'avant cette possibilité-là pour les gens de Sherbrooke. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais, là, je sais qu'il y a des mains qui se lèvent, mais je vais y aller quand même avec les personnes qui avaient levé leurs mains la dernière fois en priorité, mais les autres, vous aurez votre tour de parole certainement. Donc, j'avais Mme Lefebvre qui était la prochaine sur ma liste la dernière séance. Oui, vous aviez levé la main, mais on n'avait pas eu le temps de terminer. Je m'en rappelle pas. Mais moi, je me demandais si on prend la voie d'un certificat. Je pense que j'avais envoyé ma question, non? Je pense que oui. J'avais communiqué les questions que vous m'aviez envoyées. Ou peut-être vous pouvez me rappeler ma question, ça va aider. Mais je l'ai envoyé, je sais. Bon, mais là, je me demandais si on prend la voie d'avoir un certificat, est-ce que ça implique qu'il y a quand même une inspection avant de l'accorder ou Oui, définitivement, OK. il y a Il y a une quelqu'un qui va inspection sur vérifier place. sur place que Tout c'est à bien fait, conforme. oui. OK, parfait. Et puis, tu sais, la question est aussi, si on fait un certificat, tu sais, je pense que c'est important de garder une vue d'ensemble, tu sais, savoir c'est quoi l'offre, tu sais, surtout dans cette période de crise du logement, là, peut-être qu'à un moment donné, on aura plus besoin, mais de savoir l'offre, tu sais, comment on va savoir ce qui est disponible sur le territoire. Est-ce qu'il y a une vigie qu'on est capable? Tu sais, parce qu'il y avait aussi l'option d'avoir un enregistrement peut-être annuel ou quelque chose comme ça. Tu sais, pour on sache, qu'on ait des données, pas tant, tu sais, un minimum de contrôle, oui, mais surtout d'avoir cette donnée-là. Comment est-ce qu'on peut avoir ça? Je ne sais pas si vous On répondre en tout de avait suite ou parlé, si en je donne fait. toutes mes questions. Oui, Madame Lacarre, justement, de quelle façon on pourrait, avec un certificat, avoir quand même un certain suivi. Puis
on parlait peut-être d'une déclaration, en fait, du locataire. Oui, c'est ça. Moi, je disais enregistrement, mais c'est Oui, c'est déclaration. ça, OK. même principe Ouais. là, au départ. Fait que vraiment, bon, il signe, il déclare qu'il va louer 2 chambres, puis dès qu'il y a des modifications, il faut qu'ils viennent le souligner, en fait, au permis pour modifier sa déclaration, là. Fait que, Ouais. tu sais, avec ça, on pourrait avoir un certain suivi, là. En fait, ça permettrait d'impliquer le locataire un peu plus que juste faire Une fois. il y aurait comme une déclaration en plus là, qui serait rajoutée, là. OK. C'est pas parfait, mais ça serait quand même Non, c'est un sûr, élément. si c'est sur base volontaire, ben, Ben, faudrait l'obliger, obligatoirement mais volontaire. et à quel point on va être capable de faire du suivi là-dessus, Ben, c'est sûr éventuellement à qu'après temps perdu, ça, ça existe. c'est sur une base volontaire, bon. Mais Ouais. ça reste qu'on pourrait quand même avoir faudrait qu'il y ait quand même un tableau ou en tout cas un suivi par rapport aux données annuelles. S'il y a des changements, on aurait au moins un nombre. Ouais, c'est ça, hein. Mais si, là, je comprends qu'un certificat, parce que ça m'amène la question, si un certificat ne pourrait pas avoir un tarif en fonction, ou bien si on changeait notre règlement, ça se ferait en fonction du nombre de chambres. Là, ça devient un incitatif à remplir quand même la demande si jamais tu diminues ton nombre ou tu. Par contre, si tu l'augmentes, tu n'as pas envie de remplir ta demande. Ce qui n'est pas vraiment ce J'ai qu'on souhaite non plus. Si tu l'augmentes, j'ai pas compris la fin de la Ben, je phrase. disais, si par contre, si tu augmentes ton nombre, tu n'as pas d'intérêt à faire ta déclaration. Mais non, c'est ça. Euh, C'est ça, c'est qu'il faut rester agile pour que les oui, gens pensent pas à le des. faire et que ce soit pas Ouais, comprends. une épée, ben, tu sais, qu'il y ait pas une conséquence négative à ce geste-là, effectivement. Et puis, ben, je reviens aux usages complémentaires. Tu sais, on a soulevé cette question-là, pourquoi limiter à un seul? Mais je me dis, tu sais, si mettons, on décide que c'est plus un seul usage complémentaire, mais qu'on peut en autoriser plusieurs, c'est quoi les conséquences, puis surtout administratives? Tu sais, qu'on l'autorise à la carte, si je peux dire, tu sais, avec toujours les critères de qu'il y ait pas de nuisance, qu'il y ait pas d'enjeu de circulation, et cetera. Tu sais, se donner des critères clairs, qu'il faut pas que ça dépasse telle chose. Mais est-ce que c'est compliqué au niveau administratif de regarder ça, plutôt que de mettre un règlement qui délimite, puis comme ça, c'est clair? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se voir en CCU? Je sais pas. Je me demande, c'est ça que je me dis. C'est pour ça que, tu En sais, on fait, peut toutes se les dire demandes à la carte de modification, c'est nécessairement une lourdeur administrative pour les équipes, c'est certain. Donc, si on va aller vers cette voie-là, je pense qu'il faudrait réfléchir à quelque chose de plus d'ensemble pour éviter le plus possible des demandes à la carte. Moi, j'ai l'impression, là, juste en répondant à ça, que si on veut aller vers ça, ce serait dans une démarche plus liée à la réglementation qu'on va modifier suite à un plan d'urbanisme et tout, qu'on pourrait faire une réflexion là-dessus. Mais c'est qu'en ce moment, si on va aller rapidement dans la location de chambre, de se mettre à jouer là-dedans et d'avoir toutes les réflexions avant de bouger, je pense, tu sais, on pourrait le laisser comme ça en ce moment, mais se poser la question quand on va faire nos travaux sur nos mises à jour réglementaires, est-ce qu'il y en a des oui, parce que c'est pas juste dans ce cas de figure-là que ce serait pertinent de se poser la mais c'est question, une réflexion effectivement. en soi. Fait que là, si on attend d'avoir fait cette réflexion-là avant, ben là, on risque Mais de donc, ce que je comprends, c'est que vous proposez qu'on garde ça maintenant et que dans l'ensemble avec le plan d'urbanisme, on réfléchisse globalement à cette règle-là et du coup, elle s'appliquerait par la suite. Si on la change, elle s'appliquerait pour ça aussi. Exactement. OK, Je sais pas si ça compte. parfait. Oui, vos questions, là, mais C'est c'était bon. plus au niveau de demande de permis. Est-ce qu'on pourrait exiger une déclaration avec bail joint? Mais on a. Ah ben c'est la même chose. Ah ben, C'est tu ça. vois, il y avait une logique dans Voilà, mes préoccupations. Je suis cohérente. parfait. Puis sinon, c'était le stationnement qui vous préoccupait en ce sens que vous trouviez la suggestion de Mme Gendron, je pense, intéressant de dire on prolonge sur. Oui, effectivement. Sauf que moi, je veux juste soulever que les endroits où ça a été mis à moins de 3 heures, c'est justement des endroits où il y a beaucoup de charges d'étudiants, ben, qu'il y a beaucoup de présence d'étudiants qui viennent se stationner dans les rues résidentielles plutôt OK. que de. Fait que c'est pour ça qu'il y a un Donc, le maximum. but, c'est vraiment d'être dissuasif,
qui se placent là et pas de leur faciliter les choses. Mais en ce moment, c'est ça. Parce que c'est un enjeu pour les étudiants. C'est pas vraiment lié avec la location de chambre, parce que la location de chambre, si c'est ton stationnement que tu cherches en tout temps, de toute façon, les places sur rue ne sont pas autorisées l'hiver, la nuit, quand il y a des tempêtes. Oui, oui, c'est Ce n'est pas plein dans. le Oui. stationnement sur rue. Là. OK. Bon. On va faire des déçus. Ouais. Madame Louz? Je prends vraiment ceux de la dernière fois, puis après ça, je prends les nouvelles mains. Il y a plusieurs choses qui ont déjà été dites, mais je veux juste réitérer là, le fait que ben, moi aussi, j'appuie entièrement à la démarche. Moi, je me suis même, parce qu'en fait, c'est ça, justement, sur le territoire, on autorisait déjà 2 chambres. Nous, ce qu'on questionne ici, est-ce qu'on augmente le nombre de chambres? Puis là, on avait dit quand même maximum 4 chambres. Puis moi, je me suis même permise de questionner pourquoi un maximum de 4 chambres. Parce que, tu sais, en général, rarement quelqu'un va avoir plus que 4 chambres disponibles dans sa maison pour louer. Mais si c'est le cas, ben encore une fois, ça va être de traiter à la, tu sais, une demande à part, alors que moi, je voyais moins le besoin de limiter parce que ça va être quand même rare quand ça va arriver. Mais quand ça va arriver, je trouve que c'est quand même intéressant. Tu sais, je vois pas un problème que ça soit, je sais pas moi, 5 chambres à louer alors que toi, tu as 7 chambres à maison, admettons. Fait que moi, je voyais pas. Fait que je pose quand même la question. Si ça rassure mieux les gens de garder maximum 4 chambres ou si ça diminue l'impact sur les services, je suis prête à me rallier à vous, mais je me permets quand même de poser la question pourquoi qu'on limite à 4 chambres. Ben, J'ai compris tantôt que c'est un autre. ouais, exactement. C'est allez-y. ça, on devient finalement maison de chambre dans ces cas-là. Là. Quand on tombe à 5 chambres et plus, fait que c'est complètement un autre. C'est d'autres normes, c'est d'autres. Ce n'est plus un usage complémentaire à la Nécessairement, location. quand c'est C'est une autre plus de 5 chambres. taxation Je aussi. suis vraiment désolée, j'ai manqué cette. Oui, j'ai la manqué cette- taxation ça embarque. Donc, il y a d'autres choses Puis qui. je vois que c'est la seule qui C'est pour ça écoutait qu'on pas. veut le Je suis limiter à désolée. 4. Là. Oui, j'étais en études budgétaires jusqu'à 9 heures. Fait que, pardonnez-moi. Fait que c'est bon. Fait que ça, c'est répondu. Pour le stationnement, c'est aussi, ça a été quelque chose qui a été rediscuté aujourd'hui? Je suis vraiment désolée. J'étais Vous déconcentrée. voulez dire? Parce que là, on avait dit que les places maximales, on avait demandé de limiter maximum à 4, puis moi, ça me semblait aussi un peu trop, 4 places de stationnement. Fait que là, j'ai dit, est-ce que ça va limiter beaucoup? Tu sais, il y a quand même des maisons qui ont des chambres disponibles à louer, mais qui n'ont pas nécessairement à offrir 4 places de stationnement. Maximum, c'est pas un minimum. En C'est ça qu'on- maximum. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On Mais ce qu'on a voulait dit, vraiment enlever le minimum pour ça, justement, pour pas exiger 4 places pour exemple, 2 chambres avec des résidents occupants. Mais ça reste un maximum, mais il peut être discuté là, aujourd'hui aussi. Là. Mais En fait, ce que juste clarification, Madame Luce, quand vous parliez de 4, c'est en bordure de rue, c'est en face. Non, non, non. Non, non, non. C'est globalement. OK, C'est ça parce qu'on que dit. parce que On ce qu'on a dit n'exige pas un tantôt, c'est que minimum, c'est mais on 2. limite le maximum à 4. Puis moi, ça me semblait quand même beaucoup, là. Quasiment OK. pas de limite maximum à 4 parce que c'est rare qu'on ait plus que 4 en maison, une familiale. Oui, ben c'est ça. En fait, c'est que les normes actuelles vont limiter par elles-mêmes le nombre de cases. C'est sûr que dans certains cas, ça pourrait aller à plus que 4 cases sur le terrain, mais il y a des normes qui vont venir encadrer ces cases-là. Puis c'est difficile de venir mettre un maximum de 4 cases, par exemple. On ne sait pas combien le propriétaire a besoin d'espace pour lui, combien il en a besoin pour la location de chambre. Fait que, tu sais, de venir mélanger, de mettre un maximum, ça devenait difficile parce que sur une même rue, par exemple, un propriétaire qui ne fait pas de location de chambre n'aurait pas de maximum, lui, dans son cas, mais il y en aurait pour la location de chambre. Donc là, ça pourrait devenir, dans le fond, inéquitable finalement, dépendamment tu fais de Mais la tu fais de la proposition, location de chambre ou non. Là. mais la C'est pour ça proposition, que mais la proposition que vous faites, c'est de limiter. ben, en fait, on peut enlever le minimum, mais on ne mettrait pas de maximum. C'est les normes du règlement de zonage qui viendraient gérer, en fait, l'espace disponible sur le terrain pour mettre des cases de stationnement. Là. Mais c'est où Ça que va j'avais dépendre vu ça? majoritairement de l'espace disponible, C'est de la ça. grandeur du terrain. C'est ça. Puis des besoins du propriétaire. D'accord, c'est bon.
Merci. Ça va? J'avais M. Charon, ensuite Mme Belle-Rose, puis ensuite je vais passer aux nouvelles mains. Oui, merci. Peut-être un complément à la première question de Mme Lefebvre là, concernant la liste des logements disponibles. Juste parce que j'imagine que la FEUS a ça aussi, mais à l'Université Bishop, tu as accès à la liste de toutes les locations disponibles dans notre secteur, en tout cas. Je ne sais pas si la FEUS aurait ça, mais ce serait peut-être une coopération à aller chercher. Là. Un des objectifs, je pense, premiers pour moi, là, c'est de faciliter le travail des policiers. Donc, je pense qu'il y a un avantage c'est certain que le propriétaire occupant, c'est un avantage pour les policiers. Donc, ça c'est un pas dans la bonne direction. Mais je sais que nous autres, on avait traité ça à Lennoxville, puis on a réussi quand même à faire du bon chemin, dans le sens que les policiers prenaient de l'avance, puis ils allaient voir les gens avant, de la prévention, en fait. Là, tu sais. Ils allaient voir les gens, puis autrement dit, on responsabilisait les locataires en partant. Donc, on faisait des connaissances. Je sais que c'est peut-être un gros dossier pour Sherbrooke, hein, mais on a réussi à faire ça à Lennoxville. Mais tout ça pour dire, c'est que dans les interventions qu'on fait, si on peut penser à faciliter autant que possible pour la job des policiers. C'est pour ça que je pensais au permis ou au certificat, mais il y a une cueillette d'informations, mais je pense qu'on ne peut pas partager ces informations-là. En tout cas, on est bloqué avec ça. Je pense que, si je ne me trompe pas, si dans les Knoxville, c'est déjà 4 chambres, hein, je pense. Oui, mais entre autres, là, mais tu sais, l'initiative des policiers, c'était de frapper aux portes, de faire de la prévention. Donc, ce lien-là était vraiment devenu important, puis il y a eu un effet très positif. Là. Merci beaucoup. Madame Belle-Rose? Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir conservé nos droits de parole de la dernière séance. C'est très gentil. Puis merci pour toutes les réponses aux questions de la dernière fois. Là, un gros travail de fond qui s'est fait. Moi, je ne vous cacherai pas que je trouve que c'est vraiment une belle solution à la crise du logement, aussi aux effets de l'inflation. Puis je dirais même jusqu'à dire jusqu'au vieillissement de la population. Quand j'avais fait quand j'avais été étudiée en Europe, là, c'était quelque chose qui était super. On faisait beaucoup de la promotion. On avait le choix d'aller dans des programmes, autant pour la location de chambres, là, aller dans des programmes filles ou pères, aller vivre avec eux autres. Ils appelaient ça des programmes seniors, là, vivre, faire de la cohabitation intergénérationnelle. Fait que ça amenait en plus de la possibilité de louer une chambre, mais aussi la possibilité d'entraide puis de socialisation, de vivre une immersion, en tout cas, dans le pays. Fait que, je trouve qu'il y a comme un énorme potentiel là. Puis oui, on aura à faire des liens avec nos partenaires institutionnels, puis faire une promotion pour que ça se parle, puis que ça se développe au mieux possible. On se rappelle que quand nos partenaires de l'université sont venus parler, ils disaient qu'il y avait comme 900 étudiants sur la liste d'attente. Fait que, c'était des... Je pense que c'était même 1200. En tout cas, moi, je me rappelle que ça s'équivalait beaucoup avec ce qu'on a à l'Office municipal de l'habitation. Je me disais, OK, fait que les listes d'attente sont pleines partout. Fait que ça peut répondre à un besoin. Puis dans les listes d'attente, d'ailleurs, c'est à peu près toutes des personnes seules, sauf quelques exceptions. Fait que le besoin est là. Bref, donc, quelle belle solution. Donc, mes questions de la dernière fois, j'avais 3 questions. Au niveau des certificats, je me demandais si on avait fait le prix des certificats, est-ce qu'on avait fait des études comparatives avec d'autres villes qui ont cette situation-là, d'étudiants? Est-ce que notre prix, c'est ce qu'on pourrait augmenter? Jusqu'à quelle hauteur? C'est quoi à peu près la moyenne? Je me demandais ça. Ensuite, au sujet de l'usage complémentaire, on a dit que on n'allait pas multiplier les usages, mais je pense à des personnes qui m'ont appelé dans mon district, une dame, exemple, qui a un atelier de couture dans une chambre, elle ne pourrait pas avoir également louer ses autres chambres. Fait que je trouve ça un petit peu dommage parce que je ne sais pas si on pourrait. En fait, je ne sais pas c'est quoi la crainte, le risque d'autoriser cet usage, cette multiplicité d'usages. Mais je me dis, même chose, une artiste peintre, il y a comme des choses qui pourraient très bien s'arrimer, en tout cas, être complémentaires et finalement donner ce droit-là aux propriétaires de maisons unifamiliales. Je ne vois pas l'inconvénient. Peut-être qu'il y en a, mais peut-être que là, on pourrait aller restreindre plus, de manière plus détaillée certains secteurs d'activité. Je ne sais pas, c'est une proposition.
Puis la dernière chose, c'était la question du stationnement. Là, on en a reparlé. Pour moi, c'est pas encore super clair. Là, on parle de pourcentage d'espace libre ou de maximum de 4. En fait, la proposition resterait d'enlever le minimum. En ce moment, il y a un minimum. Chaque chambre doit avoir un Ouais. minimum. Bon, ça serait d'enlever le minimum. Au départ, on avait un peu orienté à donner un maximum. Là, la proposition, ou en tout cas le commentaire des services était de dire que si on met un maximum, ça crée des inéquités parce qu'en ce moment, les autres résidences qui n'ont pas de location de chambre n'ont pas de maximum. C'est en fonction déjà de la superficie du terrain et du pourcentage d'espace libre. Donc, plus ton terrain est plus petit, moins tu as le droit de cases de stationnement. Fait que là, si on vient mettre un maximum de ce côté-ci, ben, pour un petit terrain, peut-être qu'on va même avoir moins d'espace libre sur un terrain. Peut-être qu'un terrain dans location de chambre ne pourrait en avoir que 2 de toute façon. Là, On regarderait ça. on va leur permettre d'en avoir plus et au détriment des espaces libres. Fait qu'on conserve le pourcentage, puis on applique de la même façon pour tous les maisons, même ceux qui n'ont pas de location de chambre. Exactement, mais on enlève le concept de minimum. Bien d'accord. Puis au niveau des autres points, le prix certificat, moi aussi, c'était un souci que j'avais, c'est-à-dire que c'est vraiment pas cher, 25 $, mais comme on disait, il faut à ce moment-là l'ajuster pour l'ensemble des certificats. Mais on pourra, je vous laisserai la parole après. Puis usage complémentaire, moi, ce que je proposais tantôt, parce qu'effectivement, quand on parle d'atelier de couture, on ne voit pas beaucoup de problématiques, mais moi, je l'analyserai dans un deuxième temps parce qu'en ce moment, si on dit juste c'est possible avec tous les usages, il y a quand même beaucoup d'usages complémentaires et il y en a qui pourraient poser problème. Fait que moi, dans ce que je proposais tantôt, c'est qu'on fasse cette démarche dans un deuxième temps en disant lesquels pourraient être acceptables avec la location de chambre. Puis là, on vient ajuster cette partie-là de notre règlement dans un second temps. Là. Je ne sais pas si vous aviez des compléments au niveau des certificats ou des autres questions. Oui, ben j'ai fait une première évaluation sommaire, là, je dirais. Là. C'est vraiment pas simple là, de trouver les prix dans chacune des municipalités. Des municipalités qui semblent même pas demander de certificat pour ces cas-là. Puis dans d'autres municipalités, ben, ça peut varier de 25 à 100 $, mais il faudrait vraiment y aller. Si vous voulez qu'on aille de ce côté-là, d'évaluer l'augmentation possible, je ferai une évaluation plus complète. Là. Puis je pourrais vous donner des exemples, mais comme je vous dis, c'est à premier abord, ce n'est pas si simple. C'est pas tout le monde donne des certificats, puis ils ont tous un prix très facile à trouver. Là. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Puis je rappelle aussi, c'était quelque chose qui avait été mentionné par les gens de l'université la dernière fois, qui étaient en train de faire un projet de recherche sur le maillage entre les aînés et tout ça pour la location de chambre. Là. Ça, c'était très intéressant. Donc, si je suis après ça maintenant, ça serait à Mme Dauphinet qui est à distance. Puis je tenais quand même à mentionner, puis je serais curieuse avant de vous laisser la parole de savoir, parce qu'on disait qu'il n'y a pas de taux différent au niveau de la taxation municipale. Mais par contre, j'imagine dans la valeur de la propriété, quand on fait notre rôle d'évaluation, si on a une propriété qui a un sous-sol ou qui a beaucoup de chambres, il y a quand même une valeur plus élevée de la propriété à ce moment-là. C'est juste que ça ne tient pas compte du revenu de location. OK. J'ai juste Mme Leclerc qui voudrait parler avant d'envoyer la parole à Mme Dauphinet. Mme Leclerc, vous aviez une précision à donner? Concernant là, le maximum là, où on peut aller concernant la tarification, il ne faut juste pas perdre de vue, là, il y a des dispositions dans la loi sur la fiscalité municipale par rapport à ça qui encadrent les tarifs qu'on peut faire. Donc, on ne peut pas aller là, à l'infini. Il faut toujours que ça demeure raisonnable en fonction du bénéfice qui est reçu. Là. Parfait. On n'a pas d'idée de c'est quoi le maximum au niveau de cette tarification-là. Ouais. Mais j'imagine, c'est sûr que de toute façon, si on veut promouvoir la location de chambre, on ne veut pas aller non plus à ce que ça devienne plus cher que les revenus créés. En effet. Donc, la parole est à vous, Mme Dauphinet. Wow. OK. Beaucoup de commentaires. Là, j'ai parlé avec M. Jean hier parce que il ne pouvait pas être là ce matin. Puis on a reçu la présentation très tard. Là, on trouve ça dommage. Puis tout à l'heure, on m'a expulsé de la rencontre, ce qui fait que quand je suis revenue, la portion sur les propriétaires occupants, oui, j'ai été coupée. Là, je ne sais pas qui m'a coupée, mais ça m'a dit on vous a débranché de la rencontre. Ce qui fait que là, j'ai manqué la partie sur les propriétaires occupants.
c'est sûr pour moi et M. Geng, c'est un nœud dans cette affaire-là. Puis, donc, M. Geng donne souvent l'exemple du père qui achète une maison, qui la met au nom de l'enfant. Ça devient, ou même s'il ne met pas au nom de l'enfant habite là, c'est sa résidence principale. Puis là, ben, il peut louer toutes les chambres comme il veut après ça. OK? Fait que pour nous, là, le propriétaire occupant, ça fait une différence. Puis la résidence principale, c'est pas la même chose, puis ça ne fera pas les mêmes affaires. L'autre chose aussi, pour nous autres, ça, c'était une notion importante, le propriétaire occupant. Si on veut augmenter, parce que là, n'oublions pas que tout le monde a le droit de louer 2 chambres. Puis ça, c'est l'autre réflexion qu'on se faisait hier. Quand on entend des remarques comme ça va aider la crise du logement, ça va aider à payer l'hypothèque, ça va aider à contrer l'inflation, tout le monde peut le faire tout de suite, là, demain matin. Fait que peut-être qu'il y aurait lieu de faire une bonne campagne de publicité comme pour découvrir votre nature, là, de dire aux gens, là, hey, vous avez tout ça. Vous pouvez nous aider à solutionner la crise du logement. Vous pouvez vous aider à faire face à l'inflation. Faites-le comme vous le voulez. Mais là, c'est ça. Fait que ce qu'on discute un matin, c'est comme dire comment est-ce qu'on convaincrait les gens de passer de 2 à 4? Parce que c'est la seule chose, là. Ou bien quelqu'un qui dit, là, ça va valoir la peine d'agrandir ma maison pour que j'arrive à 4 chambres, puis là, je vais me régénérer un revenu suffisant. Parce que pensez-y, là, tout le monde peut le faire, le 2. Tout le monde peut accueillir la petite grand-mère, peut mettre en contact la grand-mère puis l'étudiant. C'est déjà possible partout sur le territoire. Pourquoi vous faites non, Madame Laroche? Vous faites comme non de la tête, non? Non, j'ai pas dit non, mais j'ai des réflexions, mais c'était pas un non sur le fait bon, ben qu'il y avait- parfait. Fait que là, ça, c'est clair. Fait que là, ce qu'il faut penser, ça veut dire que ce qu'on cherche à faire, c'est de convaincre les gens qui en ont 2 de monter à 4. Puis ça, je vous dirais, je pense que je suis une des seules qui le vit, là. Moi, je vis dans un quartier où c'est le même, puis j'étais positionnée ailleurs dans mon quartier où c'était le même. Puis je vous ai envoyé des photos de stationnement. J'aimerais ça que vous me reveniez en me disant lesquels sont conformes, lesquels ne sont pas conformes. Puis s'il y en a des pas conformes, j'aimerais ça qu'on me dise si les inspecteurs arrivent à faire quelque chose. Parce que pour certains de ces stationnements-là, il y a des plaintes qui ont été faites. Le problème aussi comme citoyen, c'est que quand on fait une plainte de cette nature-là, on n'a pas de suivi. Je crois que les inspecteurs ne peuvent pas nous faire de suivi. Fait que ça, là, après ça, on se dit, est-ce que les inspecteurs ont fait leur job? Est-ce que c'est possible de faire respecter le règlement? Parce que, tu sais, on voit qu'il n'y a rien qui change. Donc, est-ce que l'inspecteur est allé? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a moyen de changer ça ou est-ce que c'est conforme? On ne le sait pas. Puis là, je vous en ai envoyé des photos, là, fait que j'aimerais ça qu'on me revienne là-dessus. Donc, là, je vois qu'il n'y aura pas de contraintes pour le stationnement. Une chose que j'aurais besoin, c'est qu'on nous montre quelques photos, qu'on vienne dans le coin de l'université, dans le coin du cégep, qu'on nous montre quelques photos de propriétés qui, si eux autres décident d'avoir 4 chambres à louer, là, où est-ce qu'ils vont les construire des stationnements? Parce que si on se promène sur le territoire, là, il y en a de toutes les formes des stationnements. Il y en a qui sont à côté, il y en a qui sont en arrière, il y en a qui sont en façade, qui prennent toute la façade de la propriété, etc. OK? Fait que moi, j'aimerais qu'on nous amène plus de précision sur ce qu'on peut faire. Deuxièmement, quand on dit d'avoir une taxation qui représente le coût, enfin, je suis contente avec ce que Mme Laroche a dit. Ça reconnaît que s'il y a des unités en location, ça augmente la valeur du bungalow. Bon, il ne faut pas oublier, par contre, que après ça, bon, les chambres sont construites, elles restent là, mais via les bacs de récupération de compost et tout ça, je pense qu'on pourrait peut-être s'assurer par équité, parce que souvent, hein, une famille ramasse les déchets, on a tant de bacs, on paie tant pour ça. Bien, est-ce qu'il ne pourrait pas, quand on ajoute une deuxième série de bacs, bien, dire il y a un usage plus prononcé et c'est là qu'on va
charger des frais additionnels. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, Monsieur Geng aussi, puis moi, on se disait, c'est bien beau de dire les inspecteurs vont régler ça, mais en pratique, les inspecteurs, on en voit très peu. Puis comme je dis, quand ils viennent, on a très peu de nouvelles. Et moi, je vous dirais, pour l'avoir vécu, l'inspecteur vient inspecter. Ah, c'est un espace ouvert, l'inspecteur est parti, on installe une porte. Fait que, tu sais, l'inspection, ça a ses limites. Fait que ça nous préoccupe beaucoup. Fait que, de façon générale, donc, Monsieur Geng, lui, me disait une condition sine qua non pour moi, pour que je serais pour ça, il faudrait qu'il y ait une limitation d'une voiture pour 2 chambres. Mais ça, on ne peut pas obliger ça, j'imagine, là. Puis, effectivement, un propriétaire a le droit d'avoir 4 autos. S'il aime ça avoir une décapotable pour l'été, une voiture pour l'hiver, sa conjointe en a une, puis son enfant en a une aussi. Fait que imaginez quand vous rajoutez 2 chambres, 4 chambres. Fait que moi, je vous recommanderais vraiment de le garder à 2 chambres et de le publiciser pour que les gens le sachent. Puis là, on verra. Parce que là, ce que ça veut dire, ça veut juste dire qu'on incite les gens qui en louaient déjà à densifier encore plus. Puis, c'est comme si, on a beau dire une chambre, ah oui, c'est comme s'ils avaient un fils plus âgé à la maison. Mais le fils plus âgé à la maison, souvent, il va rester là 4-5 ans. Quand tu es à côté d'une maison qui loue des chambres, c'est à vie. Fait que là, s'il y a 4 locataires plus la famille, ben c'est comme si tu as 5 familles qui vivent là, qui fêtent des fêtes, qui voient des gens qui repartent. Dernier point que je vous dirais, c'est les usages, la multiplicité des usages. Ben, en tout cas, je ne sais pas où est-ce que vous vivez, mais moi, il y a déjà eu un local de coiffeuse à côté de chez nous. Ben, un local de coiffeuse, c'est beaucoup de va-et-vient dans une journée. Parce que souvent, ils peuvent imbriquer les clients pendant qu'une, la teinture attend, on coupe les cheveux à l'autre. Ce qui veut dire que tu peux avoir facilement 2 personnes à l'heure qui rentrent puis qui repartent. C'est ça si tu es une massothérapeute. Puis si tu as l'atelier de couture, c'est encore pire parce que là, tu as les gens qui viennent porter leurs pantalons pour faire les bords, ils repartent, un autre arrive et c'est comme ça n'en finit plus. Quand on s'installe dans des quartiers résidentiels, on ne s'installe pas dans des quartiers commerciaux. Puis là, je ne vous dis pas d'enlever un usage. À un usage, je pense que c'est tolérable. Mais quand on commence à les empiler, ce n'est pas tolérable. Puis je le sais, ceux qui sont dans les quartiers plus riches, là, que ça ne vous concerne pas. Puis ceux qui sont dans les quartiers près des universités, des hôpitaux, des quartiers où c'est pas mal déjà multi-usage, nous autres, ça nous concerne. Fait que moi, je vous dis, faites plutôt une campagne de publicité pour le 2 chambres partout que les gens connaissent ça. Puis ceux qui veulent cohabiter, puis ceux qui veulent rendre ça moins difficile pour leur portefeuille, même si ce n'est pas le rôle de la ville, ils le feront, puis ça aidera la crise du logement. Mais je pense qu'une montée à 4, là, pour les gens qui vont avoir à le vivre, c'est beaucoup trop lourd. Merci. Quelques petits retours. Là, c'est sûr que là, il y avait beaucoup de matière là-dedans. Par rapport aux 2 à 4 chambres, je comprends ce que vous dites. On a effectivement à le promouvoir pour le reste du territoire aussi, qui ait davantage de location de chambres. Mais il faut aussi penser que, justement, il y a des secteurs comme le Vieux-Nord, on parle où les résidences sont énormes, puis que ça serait intéressant de pouvoir l'avoir justement à 4 chambres dans ces types de résidences-là où l'espace le permet. Et je dirais aussi, moi, j'ai eu des contacts avec des propriétaires du secteur de l'université qui sont là depuis des années. Et à l'époque où on avait passé à 2 chambres, eux avaient des installations pour en louer 4, souhaiteraient toujours, s'ils n'ont pas leur droit acquis, ils sont mal pris aujourd'hui. Et il y avait même un regroupement de propriétaires. Il y a beaucoup de résidences dans le secteur, exemple, université,
qui était déjà bâti pour ça et qui a des propriétaires occupants, là, on pourrait avoir des augmentations du nombre de chambres disponibles déjà là, avec dans ce cas-ci, des propriétaires occupants. Je veux juste nommer que je ne sais pas pourquoi vous avez été expulsé de la rencontre. On a eu ce problème-là avec Mme Côté aussi, mais il n'y a personne ici qui a expulsé personne. Fait que j'ai aucune idée de ce qui est arrivé dans la réunion. Mais ce que vous avez manqué, c'est que oui, on avait parlé, nous, de propriétaires occupants. On trouvait que c'était intéressant, mais ce n'est pas légalement possible de l'exiger. Oui, Oui, c'est je ça. l'ai compris. Puis vous allez voir, je vais vous revenir là-dessus pour les 2 logements puis les Airbnb, mais à un autre endroit, oui. OK. Puis, mais à ce moment-là, je veux juste parce que dans l'exemple que vous donniez, vous disiez, il y a un père qui peut acheter une maison et la mettre au nom de son enfant. Fait que là, même avec un propriétaire occupant, là, vous parlez plus de est-ce que c'est un jeune qui occupe ou c'est une personne plus âgée, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas régir, c'est-à-dire faire du people zoning, dire ça prend juste des propriétaires qui ont un certain âge et qui ne sont pas aux études, exemple, on ne pourrait pas faire ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que résidence principale, ça implique quand même que la personne demeure sur place. Donc, c'est quand même une forme mais là, si c'est un jeune, il n'a pas les mêmes préoccupations que quelqu'un d'autre. Mais- Je vous laisserai répondre. Ouais. Je vais juste faire un petit tour de ce que vous avez dit. Au niveau des usages, comme vous avez entendu, ma proposition est de revenir avec une nouvelle discussion pour ça, de ne pas l'intégrer dans ce changement-là parce qu'effectivement, il y a différents types d'usages complémentaires, puis on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. On aura la chance de se reparler de ça. Je pense que ce n'est pas dans la proposition d'aujourd'hui. On resterait à un usage complémentaire pour le moment. Puis les normes de stationnement, vous disiez, j'aimerais ça voir des images. Bien, comme vous les avez dans la présentation, ça dit justement en façade, il n'y a pas possibilité de faire juste du stationnement en façade. C'est les normes actuelles qui sont dans le règlement 1200 qui s'appliqueraient. Là, je vous vois réagir, c'est que vous n'avez pas... Mais on ne comprend jamais en pratique ce que ça veut dire. Ils peuvent-tu nous mettre des images, puis là, ils vont mettre toutes les autos partout, ils peuvent en avoir. Moi, ça m'aiderait parce que là, c'est les zones en rouge, c'est ça qui est permis de stationner. Les petites zones en rouge. OK, merci, Émilie, je te vois hocher la tête. Mais écoutez, venez dans mon secteur, puis ça ne ressemble pas à ça, là. Fait que c'est pour ça que moi, quand je regarde ça, je ne comprends pas parce que je dis si c'est ça, hey, on vient d'en sauver des problèmes. Donc, voilà, il y avait une réponse là-dessus, justement, Mme Audet, sur les stationnements. Oui, bonjour, Madame Dauphinet. Donc, Bonjour. peut-être pour répondre à certaines de vos préoccupations, questionnements sur le travail des inspecteurs suivant une plainte, effectivement, ça peut être très frustrant parce qu'on est contraint à la Ouais, confidentialité. c'est ça. Je sais, on le répète souvent dans le processus de plainte, que ce soit un citoyen ou un élu, on ne peut pas aller plus loin que l'accusé de réception. C'est le maximum qu'on peut faire. On ne peut pas vous dire que c'est en traitement. On ne peut pas vous dire si on est allé faire une inspection ou pas. Je sais que c'est frustrant à entendre, mais on est tenu par ça. Ceci dit, l'autre élément aussi à tenir en compte, quand l'inspecteur va sur le terrain, il doit constater l'infraction pour pouvoir poursuivre ces démarches. Et ce n'est pas toujours le cas qui se produit, effectivement, en lien avec les nuisances. Donc, ça aussi, c'est un enjeu, ce qui implique d'y retourner probablement plusieurs fois. Donc, peut-être dans une des pistes de solutions qui commence à émerger, c'est quand les gens formulent des plaintes par rapport à ce type de nuisance-là, c'est de nous guider dans les moments de la journée que c'est plus présent, plus prépondérant pour que l'inspecteur puisse coordonner ses inspections en fonction de ces éléments d'information-là. C'est juste les éléments d'information que je voulais amener concernant le travail des inspecteurs. Bien, merci, j'étais au courant, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça. Fait que pour les citoyens, là, c'est très difficile parce que tu as l'impression qu'il ne se passe rien et peut-être qu'effectivement, il ne se passe rien. Est-ce que vous avez des inspecteurs sur le terrain à 8 heures le soir? C'est possible? Non, hein? Bon, ben c'est là que les gens reviennent à la maison. Mais en tout cas, bon. Merci pour la précision. Merci. Puis je pense que ça va un petit peu dans le sens de quand on dit qu'il faut faire à la fois la promotion dans les autres quartiers de la possibilité de location de chambre. Je pense qu'il y aurait peut-être lieu de créer des outils aussi faciles pour les gens qui veulent faire de la location de chambre pour se retrouver sur ce qui est permis et pas. Des fois, c'est ça qui manque aussi. C'est-à-dire, même si nous, on analyse les dossiers cas par cas, des fois, ils n'ont pas, les règles de base à suivre. Puis, si on n'a pas fait une réévaluation sur le terrain, on ne peut
peut pas, au niveau du stationnement, si on ne va pas faire des inspections, on ne peut pas voir ce qui déroge. Mais si on le dit clairement puis que les images sont claires sur ce qui est permis et pas permis, peut-être que ça pourrait nous aider aussi dès le départ, quand on donne un certificat d'autorisation, d'avoir un petit guide de comment aménager son terrain avec la location de chambre et les stationnements. Ça pourrait aider. Là, je lance ça comme ça. Est-ce que j'avais d'autres, Madame Berthold, vouliez-vous intervenir ou C'est-à-dire que moi, je pense que toutes les réflexions qui ont été faites, ce sont de très bonnes réflexions. Merci justement d'avoir rempli la question-réponse de la part des services. Je n'ai pas assisté à la première présentation du dossier, mais ce qui est proposé maintenant, moi, je suis à l'aise avec ça. Ma préoccupation, c'était aussi au niveau du stationnement. C'est sûr que quand on fait de la location, les gens ont des voitures, ils veulent se stationner. Maintenant, de ne pas exhiber de minimum, c'est correct. Est-ce qu'un maximum, ce serait préférable? Moi, j'ai peur qu'on en parce que si on ne veut pas les placer, stationner ces voitures-là dans la rue, parce qu'il y a des interdictions de stationnement, il y a des durées de stationnement et des trucs comme ça, ben là, ils vont vouloir s'installer sur les terrains de la résidence. Donc, le terrain de la résidence de côté, ou j'essaie de me souvenir des dessins, là, de côté, en arrière et tout ça, ben là, ça va détruire de la verdure, ça va faire une implantation au sol. S'il y a des arbres, ben, le bonhomme ou la bonne femme, excusez, là, le monsieur ou la madame a une grande résidence, il y a des beaux arbres. Oui, elle veut louer des chambres parce qu'elle veut participer à la densification, mais pour les accommoder, ces gens-là, ben, il faut qu'elle coupe 2 grands chênes. Elle va-tu se faire barrer quand elle va arriver à sa demande de. Tu sais, je sais pas. Moi, le stationnement, ça me fatigue un petit peu. Oui, allez-y, Madame Lous. J'étais d'accord avec toi même au début, là, mais tu sais, je me rappelle aussi que la dernière fois, là, je pense que c'était le monsieur qui représentait les FEUS, je pense, qui avait aussi parlé, tu sais, du pourcentage des gens qui louent une chambre qui a une voiture, tu sais. C'est quand même, là, elle ne va pas louer une maison, elle loue une chambre. Fait que c'est rare quand même que la personne possède une voiture, là. Fait qu'il faut juste aussi quand même diminuer, tu sais, d'imaginer que parce qu'on va louer des chambres, on va avoir beaucoup plus de voitures. C'est pas nécessairement le cas. C'est peut-être des maisons plus éloignées, comme, tu sais, dans les quartiers de Mme Lefebvre, c'est plus éloigné, peut-être c'est le cas, mais il y a aussi plus de place pour stationner. Non, mais merci d'avoir apporté cette précision-là et de dire bonhomme et bonne femme, c'est pas péjoratif du tout, là. Faut pas penser ça. Mais c'est vrai, mais aussi une préoccupation malgré tout, c'est que maintenant les gens n'ont plus des Mazda 2, ont des VUS, hein. Donc, c'est beaucoup plus gros comme place de stationnement, là. Mais c'était ma préoccupation, mais vous y aviez répondu vu que j'étais absente. Merci beaucoup. Oui, puis on garde la notion quand même de maximum de c'est ça qui va limiter, qui va donner un maximum de nombre de places. Ça va être quand même la grandeur du terrain. Puis là aussi, on va jouer parce que c'est important, là, parce qu'en mettant maximum 4, mais c'est un très petit terrain, 4, ça peut être gigantesque. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai Mme Belle-Rose qui voulait reparler. En fait, je voulais juste préciser que la dame qui représentait le milieu institutionnel, elle disait que c'était 27 seulement des étudiants qui avaient une vignette et une voiture. Donc, c'est quand même Merci. Cas d'exception presque. Et que les besoins en ce moment, je pense qu'il avait été mentionné aussi que les besoins en ce moment sont beaucoup au niveau des étudiants étrangers qui surbattent puis qui n'ont pas de voiture aussi, là. Mais de là, quand même, l'importance aussi de faire la promotion dans d'autres quartiers pour ne pas cloisonner nécessairement ou créer des. Ouais. J'avais Mme Dauphinet qui voulait reprendre la parole. Oui, bien sur le stationnement, quand on dit ça, ce qu'on observe souvent, les étudiants qui louent une chambre, c'est parce qu'ils viennent de l'extérieur. Fait que la fin de semaine, surtout dans le coin du cégep, ils sont jeunes, ils veulent retourner chez eux. Fait qu'ils ont une auto. Puis, moi, j'habitais au début à côté d'une maison de chambre. Et il y avait juste une allée là, de côté, puis il n'y avait presque pas d'auto quand j'habitais là. Maintenant, cette maison de chambre-là, puis il n'y a pas juste des étudiants, il y a aussi des adultes. Ben, écoutez, ils ont pris toute la pelouse en arrière où avant, tu avais une table à pique-nique, des chaises, les gens pouvaient s'asseoir, et c'est tout transformé en stationnement. Puis il y a un stationnement sur le côté de la propriété, et c'est plein d'autos, là. Comme je dis, je ne sais pas, j'ai l'impression que des fois, on parle de ce phénomène-là, puis on n'est pas les 2 pieds sur terre. Allez vous promener dans les quartiers, regardez, parlez aux gens. Puis en ce moment, je ne dis pas que c'est le bordel, c'est invivable. Je
Je dis juste que ça fait dur par endroits à cause des stationnements. Puis, comme c'est limité à 2 chambres, à part tous ceux qui avaient leurs droits acquis, puis ceux qui avaient leurs droits acquis, il n'y a pas personne qui l'ont perdu si ils n'ont pas retiré les chambres du marché. Mais là, à un moment donné, c'est un choix qu'ils ont fait. Fait qu'à 2, moi, je trouve que l'équilibre est bon. À 4, on va amener un déséquilibre important dans des secteurs, comme je dis, importants. Peut-être dites-le dans le nord, dans Rock Forest, 4 chambres, c'est possible, puis le coin de l'université puis du cégep, juste les droits acquis, là. Merci pour les commentaires. Voyons, je voulais réagir. C'est quoi le premier point que vous avez nommé? Je voulais nommer quelque chose. Mais... Le stationnement, qu'il y en a quand même beaucoup d'étudiants qui ont des autos qui arrivent de l'extérieur, puis... Oui, tout à fait. Puis vous parliez d'espaces gazonnés qui se sont transformés. Encore là, je serais curieuse de voir les situations dont vous parlez. Est-ce que ça répond? Est-ce qu'ils ont enfreint le règlement en mettant trop d'espace par rapport à la surface libre? C'est fort possible aussi. C'est sûr que là, on le sait qu'il y a des enjeux de vérification et qu'il faut travailler là-dessus. Mais ça, ça reste vrai, même si on reste à 2 chambres ou on reste à 4 chambres, notre enjeu, il est beaucoup là. Mais il est moindre parce que tu as 2 chambres, donc moins d'auto que si tu en as 4. C'est pour ça que je dis on a un équilibre en ce moment-là. Faisons attention. J'ai M. Charon. Peut-être une petite note. C'est un phénomène qu'on vit à Lennoxville, c'est qu'il y a vraiment une différence entre le cégep et l'université. Le cégep génère beaucoup plus de voitures que l'université. Donc, c'est peut-être, quand Mme Dauphinet parle de secteur, c'est peut-être prendre quelque chose à prendre en considération. Mais je dirais qu'en général aussi, je pense qu'il faut s'attaquer au phénomène d'auto par habitant. C'est beaucoup ça parce que oui, je suis consciente que oui, c'est sûr, quand il y a de la location de chambre, ça augmente peut-être le nombre d'autos, mais en général, il y a aussi des maisons qui ne louent pas de chambre où il y a tellement de véhicules pour une seule résidence que ça peut être aussi le, entre guillemets, bordel. On le voit aussi. J'ai Mme Belle-Rose, ensuite, à moins qu'il y ait d'autres personnes à l'extérieur. J'ai Mme Letarte-Lavoie qui m'a dit aussi qu'elle s'est fait expulser de la rencontre 2 fois. Fait qu'on a vraiment une problématique. On est désolé. Il n'y a personne qui, en tout cas, ni au niveau secrétariat, moi il n'y a pas personne qui a expulsé personne, mais on est désolé pour tout le monde qui a vécu ça. Mme Côté, Mme Dauphinet et Mme Letarte-Lavoie. On va essayer de voir ce qui peut causer ça. Donc, j'ai Mme Belle-Rose. Oui, merci. Mais en fait, réaction à ce que j'entends de Mme Dauphinet, moi, ça me donne plus l'impression que c'est des situations où il y a des gestes, des actions qui ne sont pas permises, qui se passent parce que, moi, j'en aurais plein d'exemples comme ça à donner dans mon district, là, même, des gros camions lourds dans des espaces de stationnement. Je veux dire, il y en a qui ont même pas de location de chambre. Il y en a que c'est juste la présence de plusieurs ados qui ont chacun une voiture. Je veux dire, s'il faut se restreindre à des cas d'exception où ce que les gens respectent pas les règlements pour faire des nouveaux règlements, mais on n'avancera jamais. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir à comment être capable de mieux appliquer nos règlements. C'est là qu'il faut travailler, c'est là qu'il est le nerf de la guerre, comme on dit, là, plutôt que d'empêcher un nouveau règlement sur de la location de chambre. Merci. Puis j'ajouterais tantôt, j'avais commencé là-dessus, je n'ai pas terminé, là, mais j'ai été contactée par un propriétaire du secteur de l'université qui a fait partie d'un groupe de propriétaires qui, à l'époque où c'est passé à 2 chambres, s'était opposé à ce que ça diminue. Puis je tiens quand même à nommer, parce qu'il ne pouvait pas être là ce matin, là, mais ce qu'il me disait, c'est qu'il y en a beaucoup dans ces propriétaires-là qui ont toujours ces chambres-là qui sont vacantes parce qu'ils ont perdu, oui, leurs droits acquis. Je sais qu'on a un certain nombre de temps pour le regagner, même si on a perdu nos bails, mais dans certains cas, il y en a qui l'ont quand même perdu et qui se retrouvent avec maintenant des chambres qui sont là, disponibles et qui ne peuvent pas être louées. Fait qu'ils voulaient quand même exprimer qu'il y a aussi des propriétaires qui sont enclins et qui sont occupants, qui souhaitent aller de l'avant de ce côté-là. Moi, une des questions qui reste en suspens, c'est au niveau des certificats. Je pense qu'on est pas mal tous favorables d'enlever le côté permis parce que ça enlève justement du temps où on pourrait réinvestir
à plutôt aller faire des inspections. Mais sur le tarif, est-ce qu'on s'entend au niveau de au moins aller regarder ce qu'on pourrait faire pour augmenter le tarif? Parce qu'à 25 c'est sûr que là, on est très bas pour un certificat que tu as besoin juste une fois et qui te permet quand même une location de chambre. Est-ce que vous seriez à l'aise qu'on... Oui, mais comme on disait tantôt, ça va s'appliquer à tous les autres usages complémentaires. Fait qu'il faut être cohérent, puis il va falloir regarder ce qui est possible de faire, comme disait Mme Lacaire. J'ai une reprise. Mais pour les autres usages complémentaires, c'est aussi une fois, c'est pas. Oui, Donc, oui, tout à fait. Oui. c'est la même Il logique. faut le réfléchir, il faut que ça va s'appliquer à tous. Madame Dauphinet? Oui, mais je voulais clarifier un point là, d'information qui vient d'être donné, puis peut-être que c'est Émilie qui va pouvoir le confirmer ou non. Quand vous dites qu'il y en a qui ont perdu leurs droits acquis parce qu'il n'y avait pas de bail, si le propriétaire a continué de faire des efforts parce que son but, c'était de louer ses unités, moi, on m'a toujours dit qu'il ne perdait pas son droit acquis, même si une année, il avait loué juste 2 chambres sur 4 parce que le marché n'était pas bon. Puis oui, c'est arrivé ça récemment. Fait que si le propriétaire démontrait qu'il y avait des efforts, des plateformes de location, des annonces qui avaient été mises, il conservait son droit pour les 4 chambres. Fait que quand quelqu'un, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut confirmer de nos services que c'est vrai? Il va falloir que je valide, Mme Dauphinet. Je n'ai pas la réponse ce matin. C'est ça, parce que je me rappelle à l'époque, j'étais là au conseil, puis c'était un point qui était important. Puis dans mon secteur, ceux qui avaient les 4 chambres, ils voulaient le conserver. Fait qu'on leur avait dit oui. Puis même quand le marché n'est pas bon, si tu fais des efforts, tu conserves ton droit acquis. Fait que là, s'il y a des propriétaires qui disent on veut passer à 4 parce qu'on avait déjà des unités construites à 4, ben là, moi, c'est peut-être en quelque part qu'à un moment donné, ils ont sorti les chambres du marché. Pour quelle raison, je ne sais pas, là. Fait que faisons attention avant de prendre ça pour acquis parce que si ma mémoire est bonne puis ma compréhension, on ne perdait pas un droit acquis parce qu'une année, on n'avait pas de locataire. Non, mais reste que des résidences, peut-être que je l'ai mal exprimé, là, qu'il y aurait des résidences aussi qui ont pu passer de main en main, qui étaient faits, qui avaient un grand nombre de chambres, qui ont pu aller à des familles avec de nombreux ben là. enfants, des adolescents qui sont partis, et là, il y aurait de la possibilité, il y aurait de l'espace pour de la location de chambres de 4 chambres. Fait qu'il y a plusieurs niveaux d'exemples là-dedans, là, mais oui, on pourra faire la vérification quand même si c'est comment on peut se prémunir du droit acquis, est-ce qu'il peut être conservé dans le temps et sous quelles conditions. Madame Dansereau, vous aviez un point à nommer? Oui, c'est juste, je veux revenir sur, tantôt vous aviez dit, Madame Laroche, que ça serait un permis émis une fois, un certificat plutôt, pardon, qu'on parlait émis une fois, mais on augmenterait le tarif. On va faire un benchmark, on va voir ailleurs. Même si c'est difficile, on va se faire une tête là-dessus. On avait parlé de la déclaration, là, s'il y avait un changement. Êtes-vous favorable à ça, qu'on demande sur une base volontaire, que je comprends, là, qui est une déclaration pour avoir un suivi là, tel que Mme Lefebvre le souhaitait, avoir un suivi au moins de l'évolution du nombre de chambres sur le territoire de la ville. Là. Ben, je pense que tout à fait. Je pense que le souci est quand même que ça ne soit pas aussi lourd. Tu sais, quand c'est une déclaration comme ça, il ne faut pas que ça demande le même parce que ce qu'on voulait, c'est dégager du temps de la gestion des permis pour le mettre plutôt sur l'inspection et le suivi des dossiers. Donc, à ce moment-là, si c'est juste une déclaration volontaire, est-ce que ça peut se faire en ligne et que ça demande peu de traitement? Ou... Je pense que oui, ça peut se faire facilement. Là. Je me retourne vers Lydia. Je sais qu'on avait fait ça pour les poulaillers. Il y a des déclarations qu'il doit faire sur le site de la ville. Fait qu'on a déjà cet exemple-là. Je pense qu'on peut s'inspirer de ça. C'est assez simple. Là. Absolument, je l'avais fait pour mes poules, puis effectivement, c'est très simple. Parfait. Donc, à ce niveau-là, on ferait une petite recherche, mais quand ça, de toute façon, ça pourra nous revenir en même temps, selon, vous pourrez faire une recommandation selon ce qui vous semble juste. Madame Lefebvre, après ça, je vais essayer de résumer. Ben, juste une petite précision, c'est que oui, on veut pas que ce soit lourd administrativement, mais il faut pas non plus que ça amène des contraintes qui fassent que les propriétaires le fassent pas. Ça, c'est important parce qu'il faut que ce soit facile pour eux et qu'il n'y ait pas une facture qui vienne avec ou quelque chose parce que ou sinon, ils le feront pas puis on n'aura pas les vraies données.
Non, c'est ça, on allait vraiment avec quelque chose de simple qui ne prend pas de temps et qui ne nécessite pas donc que même pas de contraintes. Donc, en résumé, puis je le comprends, là, j'entends bien Mme Dauphinet puis M. Jean qui n'est pas là, qu'au niveau de la résidence principale, vous avez encore des craintes et des oppositions, mais là, je vais aller avec la recommandation des membres, mais c'est sûr que ce dossier-là, de toute façon, cheminera en conseil municipal, qu'on aura l'occasion aussi de renommer. Mais on a bien noté, je pense que ça sera bien inscrit aussi au compte rendu au PV que l'ensemble des interrogations et des craintes qui ont été soulevées de votre côté. Mais ce que j'en comprends, c'est qu'on est à l'aise d'aller avec le concept de résident occupant. D'enlever les dispositions au schéma, là, ça, c'était comme un peu d'emblée parce que de toute façon, on vient régir ça dans le 1200. On irait donc avec on enlèverait le minimum de cases de stationnement, mais on ne viendrait pas mettre un maximum étant donné que c'est régi déjà par le pourcentage d'occupation puis qu'on serait équitable envers toutes les résidences. On uniformiserait donc à 4 chambres sur l'ensemble du territoire. Puis, on a quand même une emphase importante sur le fait de promouvoir la location de chambres, surtout à l'extérieur des quartiers déjà ciblés et de bien faire connaître les règles qui entourent la location de chambre pour ceux qui vont vouloir le faire pour que ça soit plus simple aussi de s'y retrouver, puis qu'on prévienne peut-être des situations où les stationnements sont mal placés ou où on contreviendrait aux règles dès le départ. Est-ce que ça fait un résumé de l'ensemble des points? Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous vouliez une orientation? Oui, Mme Dansereau. Non, je pense que vous avez oublié dans le résumé, on garde le statu quo en lien avec le nombre d'usages complémentaires, là. Oui, on garde le statu quo, puis ça sera l'objet d'une autre discussion pour nous permettre d'aller un petit peu plus précisément sur les usages qui pourraient s'additionner et ceux qui ne pas. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont... Tout le monde est à l'aise, je regarde tous les membres. Donc, ça serait notre orientation. Il faudra revenir avec une recommandation officielle pour que ça puisse continuer à cheminer, qu'on puisse avoir le mandat de venir faire les modifications. Et là, ça sera le conseil municipal qui se prononcera là-dessus. Bien, merci beaucoup. C'est ce qui mettrait fin à la séance de la Commission de l'aménagement du territoire. La prochaine a lieu dans 2 semaines, donc le 2 novembre. C'est une séance qui n'était pas au calendrier au départ, mais qu'on a ajouté parce qu'on avait plusieurs dossiers qui étaient en attente. Donc, 2 novembre, même heure, même poste, 9 heures, ici à l'Hôtel de Ville. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.